Je reviens sur la question de la refondation du Québec. C'est clair que avec les acquis, les 450, 400 ans d'existence, on a l'expérience maintenant. On a, comme vous le savez, on est à peu près au 27e rang, au 30e rang au niveau du produit intérieur brut avec comme un chiffre d'affaires de 300 milliards de dollars. Donc, on est un pays prospère, on est un pays qui a des grandes ressources naturelles, qui a des grandes possibilités, un immense territoire, etc., etc. Mais il faut le refonder. Si on veut lui donner le permis, la Constitution, le permis de conduire, il faut le refonder parce que il y a des obstacles à la manière de faire l'indépendance. Il y a des obstacles, c'est l'expérience qui m'a amené à comprendre ça, surtout quand je suis allé dans la Cour suprême du Canada. Les obstacles numéro un, on ne peut pas le faire sans l'accord implicite des Autochtones. Les Autochtones ont dit à la Cour suprême du Canada, particulièrement la nation inuit, et les Cris, nous, on n'appartient pas au peuple québécois pour des fins de sécession unilatérale. Alors, notre projet doit être bâti sur l'indépendance négociée avec l'autorité et les autres. L'autorité fédérale et les autres. Elle ne peut pas être unilatérale. Donc, les constitutionnalistes professeurs qui vous disent, là, je ne les nommerai pas, non, 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 ils vont, on peut faire ça. Le droit à l'autodétermination internationale nous le permet, on se sépare demain matin. Ben non, ça ne marche pas de même. Si le peuple ne veut pas, vous allez faire quoi? Si c'est unilatéral, ça veut dire que c'est illégal, à moins que le Canada refuse de négocier de bonne foi. Mais oublions cette exception. Si c'est illégal, vous allez avoir l'armée dans les pattes, comme en 1970, on va être un territoire occupé, où le Québec a été paralysé, parce qu'on a faussement invoqué une insurrection appréhendée avec Trudeau. Et vous pensez que des Trudeau, il n'y en a pas d'autres? Qui vont dire qu'il y a une insurrection appréhendée au Québec, on s'apprête à faire quelque chose d'illégal, de contraire au droit international et au droit canadien. Alors la seule façon de le faire, c'est l'indépendance, faite selon les règles normales, selon la volonté de la population, selon le désir, selon ses besoins, et non pas de façon unilatérale. Donc en refondant le Québec, on élimine des obstacles. Premièrement, les Autochtones, c'est très important. Deuxième obstacle, c'est que l'endroit le plus difficile au monde pour faire l'indépendance, c'est en Amérique du Nord. À cause de la force foudroyante des États-Unis, du pouvoir militaire, du pouvoir économique, du pouvoir linguistique avec la langue anglaise. C'est l'endroit incomparable à ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, même si on donne des exemples des pays qui sont devenus indépendants. Troisième obstacle, c'est quand j'ai examiné à la Cour suprême la façon dont les pays sont devenus indépendants. On n'en a trouvé aucun qui a fait son indépendance pour de l'argent, en disant on va être plus riche demain si on fait l'indépendance. Non, l'indépendance a toujours été, sera toujours la stature d'un peuple devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités ici au Québec, en Amérique du Nord, comme ailleurs dans le monde. On vient au monde avec la liberté. On est tout petit, tout petit, tout petit. Là, on a 2-3 mois, déjà la liberté est en nous. L'indépendance est en nous parce que c'est quelque chose qui est inné pour tout individu, ce goût de devenir un jour libre et indépendant. Et la liberté grandit en nous, grandit, grandit. On devient enfant, on commence à protester un petit peu, on devient adolescent, là on proteste plus. Et quand on a 18 ans, on veut s'en aller. On n'est pas riche, mais on veut assumer sa liberté, son indépendance. Et c'est la même chose pour un peuple. Tous les peuples de la Terre voudraient devenir indépendants. Ils ne peuvent pas tous parce qu'ils ne sont pas encore rendus à l'âge qu'on appelle l'âge adulte, dans le sens qu'on a les ressources nécessaires, on est capable de marcher, on a les ressources financières, etc., etc. Donc, c'est des obstacles majeurs. Il y a aussi la fameuse question de la partition du territoire. C'est invoqué devant la Cour suprême. Si vous faites la sécession de façon unilatérale, donc de façon désordonnée, sur un coup de tête, bien là, Montréal, les anglophones de Montréal, ont déposé des résolutions à la Cour suprême disant « Nous,
on voudrait rester au Canada et on fera si nécessaire la province de Montréal. OK, vous dites que c'est pas possible, on ne peut pas partitionner le territoire québécois. Mais on fait quoi si ces gens-là utilisent leur droit à l'autodétermination parce qu'ils sont un peuple minoritaire au Québec, ils ont un territoire, même avant la Confédération, il y avait des villes qui existaient à Montréal, peuvent très bien plaider qu'ils ont le droit eux aussi de choisir, de s'autodéterminer à l'intérieur du Canada. La nation Inuit a dit la même chose avec Maître Claude Armand-Shepard à la Cour suprême. Nous, on veut rester dans le Canada. 52% du territoire ici, ça c'est le territoire du nord québécois, là, c'est 52% du territoire, où il y a 60% d'Inuits et de Cris. Donc, ils ont la majorité. On fait quoi pour les empêcher de s'autodéterminer et de rester dans le Canada si on fait ça tout croche? Alors, le projet Liberté-Nation vient régler tous ces obstacles. On refonde le Québec avec, premièrement, les Autochtones. La nation Inuit est ici, dans le nord du Québec, depuis 12 000 ans. 12 000 ans! Les Autochtones étaient ici bien avant nous. Ils nous ont accueillis. Ils nous ont aidés quand nos ancêtres ont débarqué. Ils ont été victimes de graves injustices. Donc, on ne peut pas les ignorer. Il faut qu'on les invite à la table de la refondation du Québec. S'ils ne viennent pas, c'est une autre question. Mais on peut avec eux, construire la plus belle république au monde. Et pour eux, ce sera peut-être le premier endroit au monde où ils pourront dire on a une république autochtone. C'est quelque chose pour eux. Et c'est quelque chose pour nous. On leur doit. On va le refonder aussi avec les anglophones, avec qui, malgré tous nos différends, nous avons construit la plus grande démocratie au monde. Et les anglophones ont construit de grandes choses au Québec. Puis ce sont nos partenaires, nos compatriotes. Puis il ne faut pas avoir des adversaires. Il faut leur dire, venez à la table, on va construire une fédération. Puis vos droits seront protégés, etc. Et puis il faut refonder avec les allophones. Les allophones et les anglophones forment près de 80% de la population. Les allophones sont à peu près 12%, les anglophones 8%. Donc on les invite aussi, parce qu'ils nous apportent leur richesse culturelle qui ennoblissent notre propre culture. Alors c'est important. C'est ça qui s'appelle la refondation du Québec, pour leur présenter une fédération où les régions seront autonomes, comme on l'a dit tantôt. Donc, ils vont retrouver ce qu'ils aiment. La fédération, ils vont retrouver ce qu'ils aiment dans l'autonomie des régions, je pense. Et c'est comme ça que nous parlons de refondation. Évidemment, vous allez me dire, mais s'ils ne veulent pas, ça, c'est une autre chose. Parce que quand on va venir pour négocier après la consultation populaire, vous voyez que je n'utilise plus le mot référendum, parce que ça aussi, c'est un mot brûlé. Donc, après la consultation populaire, où on gagne avec une majorité, espérons-le, une forte majorité, il faut quand même négocier. Négocier de bonne foi. Nous, on pourra dire au monde entier que nous avons affaire aux Autochtones, aux anglophones et aux allophones de refonder le Québec avec la majorité francophone. Et là, nous partons sur un très, très, très bon pied dans une négociation. Alors, à bientôt pour vos prochaines questions.